Tu regardes des vidéos en français, tu comprends les podcasts, tu lis des articles et peut-être même que tu lis des romans en français. Et pourtant, dès qu'il faut ouvrir la bouche, dès qu'un Français te pose une question et attend ta réponse, c'est le vide total. Les mots sont là, quelque part dans ta tête, mais ils refusent de sortir. Salut, moi c'est Manon, la fondatrice d'Olala French Course, et aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement pourquoi ça t'arrive. Et la raison n'est pas celle que tu crois, ce n'est pas à cause de ton vocabulaire ou de ta grammaire, c'est quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus frustrant. Avant de t'expliquer le pourquoi du problème, je veux qu'on parle du symptôme, parce que je suis sûre que tu vas te reconnaître. Tu es à table avec des Français, ils parlent entre eux, tu comprends le sujet, tu comprends les blagues, enfin, la plupart. Tu suis la conversation. Et dans ta tête, tu te dis, ah, j'ai un truc à dire là-dessus, j'ai une opinion, j'ai même une anecdote. Mais le temps que tu formules ta phrase dans la tête, le sujet a changé. Ou alors, tu te lances, tu ouvres la bouche, et ce qui sort, c'est lent, hésitant, avec des trous, des comment on dit? Et ta phrase qui était super dans ta tête, elle sort toute cassée. Et tu vois le regard des gens, pas méchant, juste patient, ce regard qui dit: «Prends ton temps», et toi à l'intérieur, tu meurs un peu. Tu te dis: «Mais pourquoi? Je connais ces mots, je comprends tout. Pourquoi est-ce que ma bouche refuse de coopérer?» Et si tu vis ça, tu n'es pas seul, on l'a tous déjà vécu dans une langue étrangère. Et c'est probablement le problème numéro un chez les apprenants de français et de langue étrangère. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une explication très claire à ça et aussi forcément une solution. L'explication est un peu scientifique, mais ça reste très simple. Ton cerveau a deux systèmes pour gérer une langue. Le premier, c'est la reconnaissance, le mode passif. Quand tu entends un mot, ton cerveau le reconnaît. Le cerveau se dit: «Ah oui, je connais ça veut dire ça». C'est rapide, c'est facile. C'est ce qui se passe quand tu regardes une vidéo, quand tu lis un article ou quand tu écoutes un podcast. Le deuxième système de ton cerveau, c'est le rappel actif. C'est le mode production. Ton cerveau doit aller chercher le mot tout seul, sans aide, sans contexte, sans sous-titres, et le sortir au bon moment, dans le bon ordre, et peut-être avec la bonne conjugaison si c'est un verbe. Et le problème est là. Le rappel actif est environ 100 fois plus difficile à activer que la reconnaissance. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes mieux, que tu imagines mieux. Je te montre une photo de quelqu'un que tu connais. Tu vas le reconnaître immédiatement. Tu dis: «Ah oui, c'est Pierre, je le connais, facile». Maintenant, je te donne un crayon et une feuille blanche et je te dis: «Dessine le visage de Pierre, de mémoire, sans photo». Un peu difficile, même très difficile, sauf bon, s'il y a des artistes, c'est plus facile. Mais en tout cas, pour une personne lambda, c'est quand même très difficile et ça va pas ressembler à quelque chose de très ressemblant. Et pourtant, tu le connais, c'est le même visage, tu sais le reconnaître sur une photo ou dans la rue. Tu l'as vu peut-être plusieurs fois, mais le reconnaître et le reproduire, ce sont deux compétences complètement différentes. Et pour une langue, c'est exactement la même chose. Comprendre le français, c'est comme reconnaître un visage que tu vois en photo. Parler français, c'est dessiner ce visage de mémoire. Et pour qui ça va être facile de dessiner un visage de mémoire? Un artiste. Et un artiste va avoir derrière beaucoup de pratique et d'entraînement
pour réussir à dessiner un visage ressemblant de quelqu'un de mémoire. À part pour quelqu'un qui a un don, mais ça reste quand même très rare. Tu peux regarder un film en français et tout comprendre, mais bloqué au moment de commander un sandwich à la boulangerie, alors que c'est plutôt basique. Maintenant que tu comprends la mécanique, parlons de 3 erreurs qui aggravent ce problème. Parce que si tu fais ces erreurs, tu vas encore creuser le fossé au lieu de le combler. C'est-à-dire que tu vas empirer, aggraver la situation au lieu de l'améliorer. La première erreur, c'est trop de consommation passive. Tu regardes des vidéos YouTube, comme maintenant, c'est très bien, mais il ne faut pas faire que ça. Tu écoutes aussi des podcasts, tu lis des articles, tu fais des exercices sur des applications. C'est très bien, mais on va voir que ce n'est pas suffisant. Parce que oui, tu as l'impression de progresser parce que tu comprends de mieux en mieux. Mais souviens-toi, comprendre, c'est le mode reconnaissance, c'est le mode facile. Et plus tu passes de temps en mode reconnaissance, plus tu as l'illusion de progresser. Mais quand tu progresses sur le mode reconnaissance, tu ne progresses pas sur le mode de production. Donc il faut trouver un équilibre. C'est comme regarder des gens faire du sport à la télé. Tu ne deviens pas plus musclé en regardant un match de foot. Non, il faut faire du foot pour se muscler, les muscles nécessaires pour le foot. Et encore une fois, je ne dis pas que regarder des vidéos ou écouter des podcasts est inutile. Au contraire, c'est très important pour tout ce qu'on appelle l'input, pour nourrir ton cerveau, ta reconnaissance. Mais si c'est la seule chose que tu fais, si tu ne parles jamais, si tu ne pratiques pas, si tu n'actives pas ta production, tu crées un déséquilibre énorme entre ce que tu comprends et ce que tu es capable de produire. L'erreur numéro 2, c'est la peur de l'erreur. Je la connais bien personnellement parce que je l'avais et c'était très difficile à surmonter. Je me suis expatriée, alors dans un pays anglophone évidemment, et je pensais que mon anglais était correct. Techniquement, il l'était. J'avais à l'école de très bonnes notes. Sur le papier, j'avais un bon niveau. Mais la première fois que quelqu'un m'a parlé dans la rue ou dans un magasin ou même avec mes collègues anglophones, j'ai complètement paniqué. Je cherchais mes mots, je parlais, j'essayais de parler, mais on ne comprenait rien tellement j'étais mangée, j'étais paniquée par le stress, ça se ressentait et j'avais tellement peur de faire des erreurs qu'au final je faisais des erreurs, mais incompréhensibles. Et du coup, je vivais dans un pays anglophone, mais j'évitais totalement les conversations où je restais avec des phrases très, très simples et des sourires, des gestes, mais je n'osais plus du tout parler. Et c'est horrible parce que c'est un cercle vicieux. Plus j'évitais de parler, bah, plus ça empirait, plus mon problème était plus gros. Et la peur de l'erreur, c'est vraiment un piège parce qu'elle te fait éviter la seule chose qui, en fait, peut t'aider, peut t'éviter de faire des erreurs, c'est de parler, en fait. Plus tu évites de parler, plus ta confiance baisse et plus encore tu évites de parler et c'est vraiment un cercle vicieux. Et en fait, le jour où j'ai vraiment commencé à progresser en anglais au niveau de ma capacité à parler, c'est le jour où j'ai décidé que je m'en fichais de faire des erreurs, que la communication était plus importante que la perfection et que dire quelque chose d'approximatif, c'était 1000 fois mieux que ne rien dire du tout. Alors, j'ai pas la solution exacte pour avoir ce déclic, ça c'est personnel, ça vient vraiment, de soi et je pense qu'on est la seule personne à pouvoir régler ce problème-là. Il y a pas de personne extérieure qui peut vraiment vous aider, même si vous êtes d'accord avec ce qu'elles vous disent. Et c'est vraiment le message que je transmets à mes étudiants, c'est que la communication
est beaucoup plus importante que la perfection. Il faut toujours viser la communication plutôt que la perfection. Si quelqu'un dans la rue arrive et me dit: «Moi, perdu, aidez-moi», grammaticalement, c'est pas correct, mais je vais comprendre que la personne est perdue et qu'elle a besoin d'aide. Donc je vais l'aider. J'ai compris ce qu'elle veut dire, même si ce n'était pas parfait. Et la troisième erreur, forcément, l'absence de pratique régulière. Et c'est l'erreur la plus courante que je rencontre avec la plupart des personnes qui appellent le français. Parce que parler français une fois par semaine pendant 1 heure, c'est déjà bien, mais tes progrès vont être lents. C'est comme le sport, c'est vraiment comme aller à la salle de sport. Aller une fois par semaine à la salle de sport, 1 heure, c'est pas suffisant pour avoir des résultats, vraiment. Le rappel actif, ce dont on a parlé, cette capacité à sortir les mots rapidement, c'est un muscle en fait, un réflexe, un muscle. Et comme tous les muscles, il a besoin d'être entraîné régulièrement. Pas 1 heure de temps en temps, mais souvent. C'est simple, quand on pense à comment on a appris sa langue maternelle, on n'a pas pris des cours. Non, on est immergé dans notre quotidien avec, la langue, avec nos parents qui nous parlent. Tu as entendu et tu as parlé cette langue tous les jours pendant des années et c'est pour ça que c'est allé plus vite. Évidemment, on ne peut pas recréer une immersion totale pour le français, enfin ça peut être difficile, surtout si on n'habite pas en France ou en francophonie. Mais on peut se rapprocher de cette logique, parler souvent, dans un cadre structuré, avec des gens bienveillants. Tu sais, je reçois beaucoup de messages de mes étudiants et il y a un pattern, un motif qui revient tout le temps. Quelqu'un m'écrit, me dit: «J'ai passé 2 semaines en France et j'ai constaté une énorme différence par rapport à la dernière fois». Et je leur demande: «Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu as appris plus de vocabulaire? Révisé ta grammaire?» Et la réponse est toujours la même: «Non, j'ai juste parlé presque tous les jours avant de partir pendant quelques semaines. J'ai eu des conversations régulières et quand je suis arrivée en France, les mots sortaient. Pas parfaitement, mais au moins ils sortaient et on me comprenait». C'est aussi simple que ça. Leur vocabulaire n'avait pas forcément beaucoup changé, la grammaire non plus. Ce qui avait changé, c'est la vitesse, le réflexe à laquelle leur cerveau trouvait les mots. Le passage entre je connais ce mot et il sort de ma bouche en temps réel. J'ai par exemple une étudiante, Ali, qui m'a écrit après un voyage en France. Elle m'avait dit avant de partir qu'elle était plutôt nerveuse, réservée, qu'elle bloquait. Mais cette fois, grâce à des semaines de pratique régulière, elle a parlé avec confiance. Et les gens lui répondaient en français, pas en anglais, en français. Et certains lui ont même fait des compliments. Et l'un d'eux lui a même demandé si elle avait déjà vécu en France, alors que pas du tout, elle vit au Royaume-Uni. Elle n'avait pas appris plus de français, elle avait juste réussi à activer plus vite la partie de son cerveau, le système de production active. Donc voilà, tu comprends le français peut-être très bien, tu as du vocabulaire, une bonne grammaire, tu passes peut-être des heures, ça fait peut-être même des années que tu étudies, mais malgré tout ça, quand un Français te parle et attend ta réponse, ton cerveau, il est en erreur 404. Il charge, il mouline, et pendant ce temps, le français, lui, bah, il va peut-être passer en anglais pour t'aider. Et encore une fois, c'est pas un problème de connaissance, mais un problème de pratique. Et la seule façon de résoudre ce problème, c'est de parler régulièrement. Le mieux, c'est avec des vraies personnes, dans des vraies conversations, pour avoir cette spontanéité. C'est dans des situations réelles, des conversations, pas un exercice à trous, pas une application, pas une vidéo YouTube. Une conversation comme tu en aurais avec des natifs, avec un humain qui te regarde et qui attend ta réponse. C'est inconfortable au début, c'est stressant, mais c'est exactement ce moment d'inconfort qui crée ce moment de progrès. C'est là que ton cerveau apprend à aller chercher les mots plus vite
et que les automatismes se créent pour parler en français. Et c'est pour ça exactement que j'ai créé la Olala French School. C'est pas un cours en plus, c'est pas que des leçons à regarder tout seul devant un écran, c'est principalement un endroit où tu parles. 8 séances de conversation par semaine, une séance de conversation par jour, en petits groupes, avec des profs qui te guident, qui te corrigent et qui créent un espace où c'est OK de se tromper. On est là pour justement pratiquer, s'entraîner. Moi, je compare mon école de français en fait comme à une salle de sport. C'est une salle de sport pour entraîner ton français, pour te préparer à des vraies conversations. Tu auras des vraies conversations, mais ça te prépare aux vraies conversations, à la vie en France ou en francophonie. Donc c'est oui, c'est vraiment comme une salle de sport pour ton français. Tu viens, tu pratiques, l'opportunité de pratiquer tous les jours et semaine après semaine, les mots viennent plus vite, les phrases sortent plus naturellement, l'hésitation disparaît et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retrouves à parler français sans toujours traduire dans ta tête. On a aussi en plus des exercices de shadowing pour la prononciation, des leçons structurées pour la préparation et et une communauté de personnes qui vivent exactement ce que tu vis, qui comprennent cette frustration et qui progressent ensemble. Donc si tu en as marre de comprendre le français sans arriver à le parler, c'est exactement pour ça que ce programme existe. Et je vais te donner un aperçu de ce qui se passe quand tu nous rejoins, quand tu rejoins la Olala French School. La première semaine, les premiers jours, tu vas être nerveux, je ne vais pas te mentir, c'est stressant puisque tu sors de ta zone de confort, mais pour rentrer dans la zone de progrès. Mais à la fin de la semaine, tu vas remarquer que tes pauses raccourcissent, que tu arrêtes tout le temps de switcher vers ta langue maternelle et que tu vas plus naturellement vers le français. Semaine 2, les réponses sortent plus naturellement, tu penses moins dans ta langue maternelle et plus directement en français. Tu te sens plus à l'aise. Semaine 3, c'est un moment clé. Une phrase sort, tu arrives à sortir une phrase entière sans bloquer, sans traduction en français. Et là, tu comprends que ça y est, on commence à arriver dans la fluidité. Pas la perfection, mais dans la progression. Semaine 4, c'est plus visible. Tu commences à parler en réunion, sans stress, les gens te comprennent, tu n'es plus invisible. Et après 6 à 8 semaines, tu oublies même que tu fais un effort de parler français. Tu parles, c'est naturel. Tu peux commencer à faire des blagues, donner ton avis. Et il y a déjà après 3 4 mois, tes amis français te disent: «Waouh, ton français s'est vraiment amélioré». Parce que tu es plus confiant, parce que tu as ce réflexe de parler français sans effort. Et c'est ça qu'on va construire ensemble. Il y a un essai gratuit de 7 jours, le lien est en description. Tu peux venir pendant une semaine participer aux conversations et voir. Alors comme je t'ai dit au début, tu vas être un peu nerveux, mais la nervosité va amener à la progression. Parce que comprendre le français, c'est bien, mais vivre en français, c'est quand même mieux. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. C'est un problème quand même récurrent dont j'ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos. Je te mets par exemple ici une vidéo où je parle en détail de ce problème un peu plus et avec aussi d'autres exercices pour améliorer cette situation. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en français, bien sûr.